Oui, mais je pense qu'on a le droit de cacheter. Hein. Il y a le président de la commission aménagement du territoire, s'appelle Georges Miguinel. Je crois qu'il faut... Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? On a le droit de dire aussi, on a plusieurs fois entendu que c'est des gens que font les collectifs Strasbourg. On voudrait faire basculer Strasbourg éventuellement d'opinion, un retournement de l'Est. Et on dit que oui, mais c'est pas un projet Eurométropole, c'est pas un projet Strasbourg, c'est un projet d'État. À Paris, ils ne s'emmerdent pas avec ce projet-là, surtout s'il y a une opposition, s'il n'y a pas des pressions locales. Donc si nous avons un GCO aujourd'hui, je crois qu'il faut que ce soit clair dans toutes les têtes qu'il y a des pressions locales. Les pressions étaient surtout au niveau de la région. Nous avons un président de région qui est intervenu pour que, on a vu que l'enquête publique avait largement montré que les gens étaient contre le projet à plus de 80%. 16% étaient pour, et les 16% qui étaient pour, c'était essentiellement parce que ça désengorgeait Strasbourg ou parce que ça facilitait l'accès à Strasbourg. Or, toutes les démonstrations, je vous propose d'en faire encore une très rapide, montrent que ce n'est pas le cas. Ça, il risque même de se passer le contraire. Au Conseil d'État, il y a eu des attaques, on parlait de recours, il y a eu un recours contre l'utilité publique. Le rapporteur du Conseil d'État avait conclu qu'il fallait annuler l'utilité publique. Et Michel disait, dans 90% des cas, on suit le rapporteur, ça dure 2-3 semaines, là ça avait duré 3 mois. Et on a su par la suite qu'il fallait l'intervention sous la pression de la région, des élus locaux. Il a fallu l'intervention d'un Premier ministre. Il est candidat pour les présidentielles bientôt. Et c'est grâce à lui que nous avons un GCO aujourd'hui qui va intervenir. Donc voilà. Avec des costards à 50 000 balles. Je vais pas donner de nom. J'étais hier à une réunion, je profite juste, donc je suis Daniel Karcher, je suis le maire riverain de la commune de Conseil. Je suis également, en termes de profession, enseignant en logistique industrielle, donc dans un département qualité logistique industrielle et organisation de l'Université de Strasbourg. Voilà, donc les flux, ça nous connaît un petit peu aussi. Je vous propose, en forme de conclusion un petit peu, je pense que s'il y a encore une question après, tu l'autoriseras éventuellement. Je ne dis pas qu'après on n'a plus le droit de rien dire. Simplement, j'étais à une réunion hier sur le PLU, sur le plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole, et j'y ai appris un chiffre que je connaissais déjà, que nous connaissions déjà. 54% des emplois de tout le département sont dans l'Eurométropole. Quand vous avez compris comment les gens y vont, vous avez compris ce qui bloque Strasbourg. Tout le monde, toutes les radiales, la diapo est vieille, elle date du diaporama de 2003 qui présentait le projet. Et en fait, on se rend compte que toutes les radiales, tout le monde qui va à Strasbourg, va un petit peu comme dans un entonnoir, et l'entonnoir bloque. Moi, j'y comprends rien en entonnoir, mais ma femme en a dans la cuisine. Je lui ai demandé, chérie, il y a l'entonnoir qui déborde, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, mais écoute, mais c'est assez simple, et tu augmentes le diamètre là en bas, et ça se coulera mieux. On a posé la question à des polytechniciens. Je suis désolé pour vous et aux ingénieurs des ponts. Ils ont dit, ben, il faut faire ici, vous allez nous faire ici, un tuyau qui va d'un bord de l'entonnoir, je ne sais pas si vous le voyez, d'un bord de l'entonnoir à l'autre, et ça marchera. Voilà la différence. Donc, je propose qu'on confie le projet à des ménagères ou des gens. C'est un problème de plomberie, c'est un problème de plomberie. Je suis désolé, monsieur, parce que son intervention est très sympathique. Donc, on a le droit de changer d'avis, hein, mais on a bien compris. Pourquoi? Voilà donc ce que représente le GCO. La diapositive, très rapidement. Je ne vous demande pas de regarder tous les chiffres, mais simplement des prévisions. C'était dans le dossier de départ. Les prévisions sans GCO et avec GCO, ça c'est la traversée de Strasbourg, sans GCO. Avec GCO, vous avez les poids lourds et les véhicules et les voitures, combien ça représente à chaque fois.
Remarquez simplement sur le carreau vert, le trafic de transit, c'est ce qui est en rouge. En rouge, c'est le trafic de transit, en vert, c'est le trafic interne. À l'Eurométropole, on disait CUS à l'époque, le transit avec la CUS et le grand transit. Le grand transit, c'est le rouge, et les petits carreaux verts en bas, c'est les poids lourds. Donc vous voyez que le rouge représente en fait peanuts. Cette diapo est comme ça, les pourcentages n'y sont pas. Il faut juste prendre la calculette, ils ne sont pas bêtes, ils ne mettent pas les pourcentages. Avec GCO, sans GCO, donc au-dessus de la RN4, c'est moins 3,5%, en dessous c'est moins 5,7%, donc en moyenne à peu près 5%, c'est de là que vient le chiffre moins 5%. Donc voilà, c'est pas la peine de faire un contournement pour ça. Ce rapport, donc ça date d'avant la LKB Maut, avant la taxe allemande. Après la taxe allemande, donc je ne sais plus ce que ça veut dire, le Conseil général de l'écologie et du développement, environnement et développement durable. Donc ce sont les deux experts donc, qui ont été dépêchés, c'était en 2013, un petit peu avant les élections municipales. Hein. Le rapport est paru en 2013. Paru en 2013. Donc ils ont sorti, ils ont refait des comptages, ils ont remis les chiffres à part. Je voudrais juste vous faire remarquer, vous avez ici la moyenne, les moyennes sur les bouchons et sur les ralentissements 2010, 2011, 2012, où on voit que les deux se réduisent. Et simplement pour vous prévenir, je vais juste vous montrer 3 diapos avec des chiffres. Ce n'est pas la peine de tous les regarder. Ils viennent de ce rapport-là, donc ce sont des gens qui veulent faire la route, qui ont sorti ces chiffres-là. Ils ont pris 4 points. Ils ont pris 4 points, donc A, B, C, D. Il y en a 2 qui sont au-dessus de la RN4, et il y en a 2 au sud et 2 au nord, hein, donc au-dessus et en dessous de la RN4. Et donc ils ont fait des comptages à ces points-là. On retrouve à peu près les proportions. Je vous proposerai simplement de regarder les moyennes. Donc on a fait les moyennes, une fois de plus, mais ils vont comparer, non pas 2012, mais ils vont comparer 2010 à des projections sur 2025. S'ils avaient comparé avec 2012, ça veut dire que les chiffres de départ seraient inférieurs que ceux que vous allez voir. Donc il faut que j'aille vers ici. Donc la situation actuelle, donc on est en 2013. Enfin, les chiffres sont de 2013, donc c'est la source, ce sont les copains de monsieur, hein, ce sont des ingénieurs des ponts qui ont fait ça. Moyenne 155 000, dont 13 150 poids lourds, donc on retrouve même pas le 10% hein, dont parlait Michel. Ce sont les chiffres aujourd'hui, et puis on a ici des heures de pointe matin et des heures de pointe soir, où on peut regarder aussi ce que ça représente. Là, donc on va rester simplement sur les moyennes. 2025, scénario, GCO avec, donc GCO à péage, hein, on le rappelle, tout le monde a compris maintenant. 155 000 en 2010, en 2025, avec GCO. Sur la traversée de Strasbourg, 160 000. C'est-à-dire plus 3,8%. On fait un GCO, et on se retrouve avec plus de monde sur la traversée de Strasbourg qu'avant. Alors, il y a quelques poids lourds en moins. Les poids lourds passent de 13 150 à 12 000. Moins 8,6% de poids lourds, mais globalement, le trafic va augmenter de 3,8%. Le scénario, Michel y a fait allusion. GCO plus plan de déplacement urbain, c'est-à-dire requalification de la traversée de Strasbourg, grosso modo, la changer en une espèce avenue des Vosges hein, ou route du Rhin. D'accord? Donc, si on regarde ici, on passe de 155 000 à 149 000. Alain avait cité des chiffres aussi, et donc on voit ici que ça fait globalement moins 3,8%. Alors, on est à moins 11% de poids lourds, mais quand même, ça fait de 13 000. De 13 150, on passe à 11 600 hein, sur les chiffres. Donc vous avez toujours encore tous ces poids lourds-là. Donc moins 3,8% en général, moins 11% sur les poids lourds.
Si on regarde sur les différents points, les proportions, il reste quelque part. On a parlé aussi, oui, mais si on arrivait à éloigner les poids lourds. Cette fois-ci, ce ne sont plus les ingénieurs des ponts, ce sont les spécialistes des cabinets qui ont travaillé pour la Chambre de commerce et d'industrie. Ils ont publié il y a quelque temps un fascicule qui s'appelait GCO 2016 Tous gagnants, donc ça sort de leur fascicule. Les poids lourds A35 Nord et A35 Sud, donc c'est toujours au-dessus de la RN4, en dessous de la RN4. La répartition des poids lourds, donc je m'intéresse que aux poids lourds, donc 18% de poids lourds, trafic interne à la CUS, on disait pas encore Eurométropole, l'échange avec la CUS, donc interne CUS, échange avec la CUS, je viens de l'intérieur, de l'extérieur, mais j'ai quelque chose à voir avec la CUS, ou je pars de la CUS et je vais vers l'extérieur, mais en tous les cas, j'ai quelque chose à voir avec la CUS, et puis le trafic de transit par rapport à la CUS, c'est-à-dire ceux qui traversent. Simplement pour vous remarquer, si vous prenez ces deux lignes-là, 18 et 51, 12 et 53 là-bas, vous verrez qu'à peu près 2/3 des poids lourds ont quelque chose à voir avec l'Eurométropole. Et ça avait été dit dans la salle, donc on le comprend très bien. L'activité étant dans l'Eurométropole, ben les poids lourds, ils sont aussi, quoi. Donc, j'ai quelqu'un, quand j'étais à la montagne il y a quelques semaines, j'étais avec des gens, donc quelqu'un qui travaillait dans une entreprise du côté du port du Rhin, il a dit, nous on a dans les 50 poids lourds tous les jours qui vont et qui viennent. Une entreprise. Contourner Strasbourg les intéresse pas, ils veulent aller à l'Eurométropole. Ils ne veulent pas contourner l'Eurométropole, le GCO contourne l'Eurométropole. Voilà ce que je voulais montrer. Ça, je crois que c'est Sylvain, ou toi, qui a fait allusion. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, ça c'est la frontière nord de l'Alsace, Lauterbourg, Wissembourg, l'A35 qui s'arrête à Wissembourg. L'A35 qui s'arrête à Wissembourg. Lauterbourg, pardon. Lauterbourg, et donc après, l'autoroute, on peut rejoindre l'autoroute ici, l'autoroute allemande, et entre les deux, il y a la forêt du Bidwald, et donc là, vous descendez vers Strasbourg. Aujourd'hui, les camions, alors, on sait bien que le trafic de transit, les camions dont personne ne veut, ce sont ceux qui vont des ports du sud au port du nord et l'inverse. Donc actuellement, il faut une grande boucle. Il faut une grande boucle pour passer du côté de Garosseau et pour descendre sur la 5, donc la Hambourg, Francfort, Bâle, la Fraba. Et il y a des projets routiers allemands, donc ici à l'horizon 2030, où on peut, en venant tout ce qui vient d'ici, envers Rotterdam, pourrait passer par ici et pourrait descendre ici. Donc avec des projets ici et des projets ici, ces gens-là, au lieu de faire une grande boucle, pourraient prendre une boucle raccourcie pour arriver ici par Lauterbourg, et un ministre-président, alors je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'était Pfalz ou Bad-Württemberg, a dit das gibt eine LKW-Lawine aus Elsass. Une avalanche de poids lourds sur l'Alsace. Si nous, moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps ce truc-là, mais je pense que nous sommes quelques-uns à l'avoir découvert il n'y a pas trop longtemps. Moi je soupçonne qu'il y a des constructeurs de routes qui sont au courant de ça depuis longtemps. Et nous on se pose des questions sur l'économie et comment ça peut marcher, comment ça peut être rentable une autoroute. Les camions, d'un côté 24 km payants, de l'autre côté l'ensemble payant. Ben moi je pense qu'il y a un potentiel de marché. Et on a compris, on comprend ici aussi pourquoi nos amis du Bund en Allemagne se battent pour préserver le Bidwald. Voilà, je crois que c'était important à savoir. Aussi, je crois qu'il faut qu'on se méfie. On ne nous dit peut-être toujours pas tout. Et s'il fallait une conclusion, je pense, à cette soirée, on va peut-être la laisser à un spécialiste de résolution de problèmes, qui était Albert Einstein et qui nous disait qu'on ne peut pas régler durablement un problème si on ne change pas l'état d'esprit qui l'a généré.